Vous êtes sur Savane TV, bienvenue dans Savane Eco, votre magazine économique. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la finance islamique avec l'accent sur la contribution de la finance islamique au développement économique de petites et moyennes entreprises de l'UEMOA. Pour en parler, je reçois sur le plateau de Savane Eco Madame Saoudata Soré et les spécialistes en ressources humaines, responsables des partenariats au Salon des banques de petites et moyennes entreprises de l'UEMOA. Et Monsieur Abdel Halim Touré, spécialiste en finance islamique, président de Togo PME-PMI, c'est ça? Merci, c'est ça. Madame, Monsieur, bienvenue sur le plateau de Savane Eco. Merci. Madame Soré, je suis contente de vous avoir sur mon plateau parce que ce n'est pas fréquent, ce n'est pas dans l'habitude de voir les femmes sur le plateau de Savane Eco. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour l'accueil et pour l'invitation. Je vous en prie. Monsieur Touré, vous êtes spécialiste en finance islamique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on entend par finance islamique? La finance islamique, c'est cette branche de la finance qui voudrait être conforme au principe de l'islam. Bien entendu, quand on parle de finance islamique, ce n'est pas seulement destiné aux musulmans. C'est l'ensemble des transactions commerciales, des activités économiques et des produits financiers qui sont conformes donc à la loi islamique, à la morale islamique, qu'on appelle en général la charia. Un des buts ultimes de cette charia, c'est la protection des biens et des richesses des individus. Donc, vu du point de vue entrepreneurial, la finance islamique, c'est l'ensemble des choix de projets, des choix d'activités et l'ensemble des choix de ressources, des sources de financement et aussi des modalités de partage des revenus qui sont conformes à l'éthique islamique. L'éthique islamique qui repose sur un ensemble de valeurs communes à tout le monde, des valeurs partagées, l'excellence, la bonne moralité, l'honnêteté, le fait de ne pas être, de respecter ses engagements dans les transactions. Et aussi, il y a une partie de cette éthique islamique qui est particulière, notamment liée à certaines interdictions comme l'interdiction de l'alcool, de manger le porc, en tout cas, un certain nombre d'éléments qui sont prescrits et interdits par les principes de l'islam. Voilà en gros ce que je peux appeler la finance islamique. Madame Soré, vous avez déjà entendu parler de la finance islamique? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce concept? Oui, nous pouvons déjà dire que je vais commencer par dire merci déjà à l'ensemble des partenaires qui accompagnent le salon depuis sa première édition. Dire merci pour l'opportunité que vous nous donnez sur ce plateau et merci à la direction des Savane Média qui accompagne le salon depuis l'édition de 2019. Donc, en ce qui concerne la finance islamique, je dirais que c'est vraiment une bonne opportunité pour les PME. Voilà, dans le cadre du salon, il s'agit de présenter justement aux PME les différentes sources de financement, à qui est-ce qu'elles peuvent s'adresser pour les accompagner. Et voici que ça, c'est une solution pour les différentes PME qui peuvent aussi s'intéresser à ce type de financement. Merci Madame Soré. Monsieur Touré, vous avez parlé des projets en ce qui concerne la finance islamique. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les produits? Par exemple, lorsque nous avons un projet, il y a un produit qui correspond quand même à un projet. Quels sont les produits que la finance islamique propose? La finance islamique est basée sur un certain nombre de principes. Il y en a 5. C'est sur ces principes-là que repose l'ensemble des produits de la finance islamique. Il y a le premier principe, ou un des principes, c'est le principe de l'interdiction de l'intérêt. L'intérêt usuraire ou bancaire. Le deuxième principe, c'est l'interdiction de la spéculation. Cette interdiction de la spéculation est vue sur deux angles. L'ensemble de ce qui est lié à ce qu'on appelle les jeux de hasard et de ce qui est lié à l'incertitude dans les transactions. Les jeux de hasard tels que les loteries qu'on peut connaître du point de vue du caractère additionnel que cela peut avoir
Et aussi, la troisième interdiction qu'on peut avoir aussi, c'est pas une interdiction en tant que telle que la troisième chose, c'est le fait de pouvoir partager les pertes et les profits lorsque on est dans une transaction. Et aussi, lié un peu à l'aspect dont j'ai parlé, aux principes acceptés et non acceptés, aussi il y a un certain nombre d'activités dans lesquelles le financement islamique ne va pas rentrer, telles que la pornographie, l'armement à titre offensif, l'alcool et le commerce de la viande de porc, etc. Un certain nombre d'activités dans lesquelles la finance islamique ne va pas donner son financement. Et aussi, en dernier lieu, il y a le fait que toutes les transactions doivent reposer sur des actifs tangibles. Donc, en premier lieu, j'ai cité l'interdiction de l'intérêt, oui. La spéculation, le fait qu'il y a certaines activités sur lesquelles la finance islamique ne va pas, le fait aussi d'accepter de partager les pertes et les profits lorsqu'on rentre dans une transaction, et aussi le fait que tout doit reposer sur des activités réelles. Nous vendons des machines, nous vendons de l'immobilier, etc. Pour que ce ne soit pas ce qu'on appelle une finance casino qui n'est basée sur rien du tout. Donc, sur la base de ces principes-là sont construits l'ensemble des produits de la finance islamique. Et avant de passer aux produits que la finance islamique propose, lorsque vous parlez de 5 principes, vous avez dit l'interdiction de l'intérêt. Est-ce que cela veut dire que lorsque un projet qui respecte la loi islamique et tout, vient demander, veut, comment dire, un financement islamique, par exemple, dans une institution qui propose un financement, est-ce que cela veut dire qu'on ne pratique pas le taux d'intérêt sur l'emprunt? Oui. Dans la finance islamique, on ne pratique pas le taux d'intérêt sur l'emprunt, exactement. Ce n'est pas comme dans la finance conventionnelle où le banquier va vous donner de l'argent avec un intérêt à une échéance donnée. Je donne un exemple, je vous donne 100 francs et puis j'attends à échéance 100 francs pour un montant qui constitue le loyer de l'argent. En finance islamique, quand le prêt est un acte de charité, on ne met pas de l'intérêt sur le prêt. Mais là, vous allez me poser la question de savoir comment est-ce que les institutions de finance islamique se font de l'argent. Un instant. Donc, lorsque j'emprunte 100, je rembourse 100. Les institutions de finance islamique n'ont pas pour activité principale le prêt d'argent. L'ensemble de leurs produits repose sur la vente, la location. Même si elles font du prêt, elles ne s'attendent pas à avoir un supplément lié au loyer de l'argent. Si elles vous donnent 100, elles doivent s'attendre en retour à avoir 100. Et aussi, en quatrième lieu, leurs projets vont consister à se mettre à constituer le capital de projet. Donc, on parle de financement participatif. On classe les produits de la finance islamique en 2 catégories. Les produits non participatifs et puis les produits qui sont participatifs. Monsieur Touré, je vais donner la parole à Madame Soré pour qu'elle nous donne ses impressions par rapport aux 5 principes que Monsieur Touré vient d'énumérer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes du comité d'organisation du Salon des banques et des petites et moyennes entreprises de l'UEMOA? Vous avez suivi avec moi les 5 principes de la finance islamique. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut dire que par rapport à ces 5 principes de la finance islamique, c'est un principe, je pense, qui a été édicté, qui est figé, qui est là par rapport justement aux lois islamiques. Et je ne peux pas faire de commentaire, un commentaire particulier là-dessus, mais je peux seulement dire que c'est aussi une solution de financement pour les PME. Et les PME qui se sentent capables de pouvoir respecter justement ces principes-là, voilà, peuvent y aller parce que c'est aussi un autre type de financement en plus des finances conventionnelles qu'on connaît. Voilà. Merci Madame Soré. Monsieur Touré, nous pouvons continuer sur les produits proposés par la finance islamique. Donc, je catégorisais les produits en produits participatifs et produits non participatifs. Les institutions de finance islamique, surtout les institutions bancaires,
vont pratiquer des produits liés au commerce, à la vente de produits, de voitures, d'équipements pour les entreprises. Donc, il y a un produit, je ne vais pas donner les mots techniques, mais une sorte de vente de confiance dans lequel et l'acheteur et le vendeur, donc le vendeur ici qui sera l'institution de finance islamique, se positionne comme étant dans une certaine transparence dans le prix. Dans le prix, ça veut dire que l'institution déclare clairement à quel coût l'objet a été acheté et déclare clairement la marge qu'elle a. Si par exemple elle a acheté le produit à 100, le client sait exactement que c'est à 100 et qu'il négocie pour savoir que bon, le prix final va être cédé peut-être à 150 sur une échéance. Donc c'est une sorte de vente à crédit et non de l'argent qu'on donne, mais d'une transaction commerciale. L'institution de finance achète l'équipement nécessaire pour l'entreprise, comme nous sommes dans le cas des PME ici, et revend cet équipement-là à l'entreprise qui va pouvoir soit payer cash ou bien selon des facilités de paiement que la banque ou bien qu'ils auront sur laquelle ils se sont entendus comme compromis au fait. Donc ça c'est un des produits de la finance islamique lié au commerce. Les institutions de finance islamique peuvent faire de la location d'équipements, donc des tracteurs, des engins ou bien d'immeubles qui peuvent louer peut-être en guise de bureau pour les entreprises dans lesquelles les entrepreneurs peuvent vraiment établir leur activité, ou bien d'un équipement que l'entrepreneur ne peut pas directement acheter parce qu'il n'a pas les moyens. L'institution de finance islamique peut le mettre en location à sa disposition. Ça va dans les produits qu'on peut appeler le lijara ou bien le leasing, comme dans les mots techniques de la finance conventionnelle. La finance islamique aussi va s'intéresser à certains produits qu'on appelle salam, qui est destiné à préfinancer des activités. Par exemple, ce genre de produit est très approprié pour les campagnes agricoles où les paysans peuvent bénéficier d'une avance de paiement de leurs produits qu'ils vont maintenant rembourser en nature. Donc, dans cette transaction, il n'y a que l'institution de finance islamique va acheter la production de maïs, de manioc ou bien de tout ce que le paysan ou bien l'entrepreneur agricole est en train de produire, de manière à ce que cette activité puisse être financée et démarrer et être remboursée par le résultat final de l'activité. Si vous produisez du maïs, c'est que l'institution a acheté par avance le maïs pour vous et que vous allez rembourser. C'est ce qu'on appelle le salam. Il y a des produits qui vont financer l'immobilier, par exemple, la construction de bâtiments. Dans le même sens que de ce que j'ai expliqué comme le salam, ça peut être des paiements d'avance ou des paiements échelonnés, de manière à ce que l'entrepreneur de BTP par exemple puisse avoir les moyens nécessaires pour la construction du bâtiment qu'il va livrer à l'échéance donnée. Ce produit-là on l'appelle istisna dans le jargon de la finance islamique. Donc il y a des produits aussi de financement participatif où l'institution de finance islamique va rentrer dans une association avec l'entrepreneur ou avec d'autres acteurs pour constituer le capital de l'entreprise. Ça peut être un projet, ça peut être une entreprise et ça peut avoir une forme dégressive ou une forme permanente. Ça veut dire que vous êtes un entrepreneur, vous avez à constituer votre capital d'un certain montant, vous avez peut-être 20%, vous pouvez demander à l'institution de vous compléter les 80%. Et maintenant, vous pouvez vous entendre sur les clés de répartition des revenus issus de l'activité. Il y a aussi que dans la finance islamique, il y a une modalité où c'est l'institution qui finance à 100% sur la base de l'expertise de l'entrepreneur. Donc l'entrepreneur vient avec une certaine expertise, il n'a pas du tout d'argent, alors que dans la première modalité, l'entrepreneur peut avoir un peu d'argent. Dans cette modalité-là, sur la base de la confiance et de l'expertise de l'entrepreneur, l'institution peut aller dans un financement à 100%. Elle apporte le capital nécessaire et maintenant quitte à l'expert, l'entrepreneur, d'avoir des résultats pour pouvoir se rémunérer sur la base de ces résultats-là. Là, en cas de perte, l'institution a perdu ses 100% et
l'expert, l'entrepreneur aura perdu son travail. Madame Saoudata Souré, vous qui êtes responsable des partenariats au niveau du Salon des banques et des petites et moyennes entreprises, est-ce que dans les éditions précédentes et tout, on sait très bien que les petites et moyennes entreprises rencontrent des difficultés pour avoir des financements. Et est-ce que vous avez déjà eu à conseiller les petites et moyennes entreprises, de faire appel à la finance islamique? Et si oui, est-ce que vous avez déjà eu un retour d'expérience par rapport à cela? D'accord. Nous pouvons dire effectivement que dans le cadre du Salon des banques et des PME, justement, c'est un cadre qui est là pour présenter tout type de solutions aux petites et moyennes entreprises. Et il y a des formations qui sont données lors du salon où c'est l'occasion de pouvoir informer toutes ces PME, ces dirigeants d'entreprise-là sur les types de financement. Et maintenant, à elles d'analyser et de voir quel est le type de financement qui pourrait mieux les convenir. Voilà. Mais pour les retours, nous avons des retours positifs, que ce soit en ce qui concerne la finance islamique, parce qu'une fois que l'information est donnée aux PME, elles vont voir les spécialistes pour voir dans quelle mesure est-ce qu'elles peuvent aussi être accompagnées. Voilà, donc que ce soit dans le financement classique, dans la finance islamique, nous avons des entreprises qui nous disent qu'elles ont été plus creusées pour chercher et afin de pouvoir se faire accompagner. Merci Madame Souré. Monsieur Touré, nous continuons. Mais qui peut bénéficier de la finance islamique? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est réservé aux musulmans? Qui peut bénéficier? Tout le monde peut bénéficier de la finance islamique. Tout agent économique. La finance islamique s'intéresse à tous les acteurs. Elle s'intéresse à l'État. À condition de respecter la loi. À condition, bien sûr, de respecter la loi islamique. Elle a des modalités. Tout à l'heure, je n'ai pas fini de dire tous les produits. Il y a des modalités, des produits qui sont destinés à des modalités de financement d'infrastructures que les États portent, qu'on appelle les soukouk. Elle s'adresse au financement de la consommation des individus, des ménages. Elle s'adresse aussi, comme je l'avais déjà dit, au financement des entreprises. Donc, on ne va pas vous demander est-ce que vous faites les 5 prières ou est-ce que vous êtes musulman ou bien de dire l'attestation de la foi pour vous financer, mais le regard est porté sur la qualité de votre projet. Est-ce que ce projet-là répond aux principes, aux fondamentaux que j'avais cités auparavant? Oui. Est-ce que ce n'est pas entaché d'intérêt ou bien est-ce que ce n'est pas une activité qui n'est pas reconnue en tant que légal, illégal dans les principes islamiques? De toute façon, tout projet va être soumis à une analyse de gestion, tout comme on le fait pour un projet qui vient dans une banque. D'accord, on va voir la qualité du projet, on va voir sa rentabilité, on va voir le porteur de projet pour voir si le projet sera solvable, en plus des conditions liées au principe de la finance islamique. Donc, dans une institution de finance islamique telle que les institutions bancaires, il y a plusieurs types de comptes qu'on peut ouvrir. Les comptes dédiés qui sont rémunérés et des comptes qui sont des comptes qui ne sont pas rémunérés. On peut avoir des comptes d'épargne ou bien des comptes courants et on peut avoir aussi les comptes d'investissement. Les comptes d'investissement montrent un peu l'aspect pratique et pragmatique de la finance islamique qui appelle les agents économiques à pouvoir investir leurs capitaux dans des activités bien concrètes. Donc la finance islamique s'adresse à tout le monde, à tout agent économique, sous condition que l'activité qui est menée soit dans le respect des principes de la finance islamique. Donc un État peut faire appel à la finance islamique? Déjà, nos États ont beaucoup fait appel à la finance islamique. Dans l'espace UEMOA, il y a le Sénégal, le Togo, je pense que le Niger. Je ne sais pas si le Burkina a bénéficié des soukouk. En 2016, déjà, ces pays-là ont fait appel à des fonds sur les modalités de la finance islamique pour pouvoir financer
leurs besoins de financement d'infrastructures. Mais où est-ce qu'on peut accéder, où est-ce qu'on peut avoir accès à la finance islamique? Est-ce qu'il y a une institution spécialisée? Est-ce que c'est dans un pays particulier ou bien on en trouve dans tous les pays? La finance islamique est une réalité nouvelle dans l'espace UEMOA. Donc la première réglementation de la BCEAO a été produite à partir de 2018, où la BCEAO a donné des instructions qui montrent comment faire des opérations de finance islamique et comment obtenir un agrément pour devenir une institution de finance islamique. Donc aujourd'hui, dans l'espace UEMOA, nous avons 17 institutions de finance islamique. Donc dans les modalités, il y a des institutions qui sont complètement destinées à la finance islamique, ou il y a aussi des institutions qui sont partiellement destinées à la finance islamique. Donc par exemple au Sénégal, on a la Banque islamique du Sénégal, au Niger, on a la Banque islamique du Niger, et dans tout l'espace de l'UEMOA, il y a Coris Baraka, qui est une filiale de Coris Banca International, et qui a jusqu'à cette filiale dans les autres pays de l'UEMOA. C'est pour dire que la finance islamique est une réalité qui s'est institutionnalisée dans notre espace de l'UEMOA. Donc aujourd'hui, il y a des institutions bancaires telles que Coris Baraka, la filiale de Coris Banque Internationale que j'ai cité, qu'on peut trouver dans tous les pays de l'UEMOA. Il y a notamment aussi la Banque islamique du Niger, la Banque islamique du Sénégal. Donc il y a à la fois des banques, des microfinances dans l'espace UEMOA, dans lesquels les agents économiques peuvent aller demander les prestations, les services de la finance islamique. La finance islamique ne concerne pas que les institutions bancaires, elle concerne aussi les assurances, elle concerne aussi le marché financier. Nous avons la chance dans notre espace que toute la réglementation est en train d'être posée pour que les acteurs viennent maintenant s'intéresser à tous ces outils, à toutes ces modalités, ces propositions qui existent, qui sont juridiquement formalisées à travers les outils que les autorités et les institutions ont mis en place. Donc aujourd'hui, la finance islamique concerne tous les secteurs de la finance, le secteur bancaire, le secteur des assurances, le secteur des marchés financiers. Pour me résumer, je dirais que les autorités ont mis en place le cadre. Maintenant, c'est aux acteurs de venir connaître de quoi il s'agit et aussi pouvoir en bénéficier. Par exemple, un établissement bancaire classique qui propose des services, des produits classiques de financement. Est-ce que cet établissement peut aussi proposer des produits de la finance islamique? Oui, c'est le cas typique de Coris Banque International, qui a ouvert une filiale destinée à la finance islamique. Donc, dans la structuration de la BCEAO, on peut être totalement finance islamique ou bien on peut avoir une fenêtre dédiée à la finance islamique. Et c'est le choix que Coris Banque International a fait. Merci, M. Touré. Madame Saoudata Soré, est-ce que au cours du salon qui aura lieu en novembre de 2023, de cette année 2023, est-ce que vous avez prévu une fenêtre pour la finance islamique? Parce que si je me souviens bien, en 2019, il y a eu une formation sur la finance islamique lorsque Savane Média a participé au salon. Est-ce que pour cette année, il y a une fenêtre qui est dédiée à la finance islamique? Il faut dire que pour cette édition, le thème du salon est accompagnement et financement des AOP et PME dans un contexte de résilience et de relance économique. Voilà, donc les AOP ici concernent les associations et les organisations professionnelles. Voilà. Donc il faut dire que dans un contexte de solidarité agissante, les AOP ont leur rôle à jouer. Non seulement en ce qui concerne la promotion, mais aussi en ce qui concerne l'accompagnement des membres en termes de structuration, en termes de développement et en termes, je dirais encore de promotion. Voilà. Et elles ont cette obligation d'accompagner les membres. Donc dans le cadre du salon, le salon est une opportunité justement pour ces organisations-là afin de mieux saisir les opportunités qui se présentent, que ce soit en termes d'accompagnement pour
et une meilleure structuration au plan sous-régional, que ce soit en termes de recherche de partenariat, de modes de financement conventionnel ou même la finance islamique. C'est pour dire que la finance islamique a sa place dans cette édition du salon. Voilà, donc c'est encore une opportunité de venir mieux la découvrir, de rencontrer les experts, les acteurs, les structures qui offrent voilà, ce mode de financement-là, et aussi pouvoir nouer des partenariats. L'édition 2019, on a vu qu'il y a eu une formation qu'on a dispensée aux PME-PMI sur la finance islamique. Est-ce que cela aussi, est-ce qu'on a prévu cela pour l'édition de cette année? Il faut dire que lors du salon des banques et PME, il y a le camp PME qui est mis en place. Le camp PME, c'est le renforcement des capacités des PME, des dirigeants d'entreprises qui seront présents lors de ce salon. Et en lien avec le thème central, il y a des formations qui seront données voilà, par des experts de différents domaines. Donc il y a plusieurs formations qui ont été identifiées et certainement que cette année nous parlons de financement, que ce soit les types de financement conventionnels, que ce soit la finance islamique. Nous allons évoquer cela lors des formations, lors des panels et aussi lors certainement des rencontres professionnelles qui vont se tenir. Monsieur Touré, les petites et moyennes entreprises rencontrent des difficultés pour accéder au financement, que ce soit pour se développer ou que ce soit pour décoller. Quels sont les efforts que vous avez déployés pour que ces PME saisissent les opportunités de la finance islamique? Pour permettre aux PME de notre réseau, aux PME-PMI de notre réseau de bénéficier de la finance islamique, ce que nous faisons, c'est de l'information, de la sensibilisation, des rencontres avec les cadres ou bien les banques qui sont dans le domaine de la finance islamique. Et nous attelons à mettre sur ces informations-là à la disposition de nos membres et à les inciter à s'intéresser à ce nouveau type de financement qu'est la finance islamique. Et d'une manière générale, les informations sur la finance islamique, surtout à travers le rapport de la BCEAO, le tout premier et dernier rapport de la BCEAO sur la finance islamique, a montré que, bien qu'elle soit nouvelle, elle commence déjà à faire des effets sur nos économies. La finance islamique a beaucoup financé les activités, les services sociaux, la santé, l'éducation et les collectivités publiques dans le cadre de décentralisation des pays. Et la finance islamique aussi a aussi beaucoup percé dans les industries extractives. Et ce rapport nous montre qu'elle a mieux financé les secteurs comme l'agriculture, la sylviculture et le secteur des BTP. Donc, c'est un pan de la finance qui ouvre vraiment ses portes et s'attache un peu plus à la structuration de nos économies. Et c'est une opportunité pour nous de porter les informations à nos membres qui aujourd'hui ne s'y connaissent pas vraiment. Donc la première des choses, c'est d'apporter les informations. Et aussi dans ce cadre, nous créons des masterclass à l'avenir pour pouvoir initier nos membres à la meilleure connaissance de la finance islamique. Est-ce que vous tissez aussi des partenariats avec d'autres institutions qui ne sont pas dans la finance publique, mais qui ont un réseau important de petites et moyennes entreprises qui sont à la recherche de financement? Notamment le salon des banques et PME est un cadre très élargi pour lequel nous incitons nos membres à s'inscrire et à découvrir les opportunités et les expertises dans le domaine, les partages de bonnes pratiques, d'expériences des autres pays. Nous allons au Sénégal cette année, donc c'est aussi un hub de la finance islamique. Donc nous invitons aussi nos membres à pouvoir voir quelles sont les expériences concrètes de financement islamique qu'on a pu expérimenter dans ce pays-là. Vous avez dit tantôt que la finance islamique n'est pas réservée aux musulmans, mais seul aux projets qui respectent la loi islamique. Comment est-ce que la finance islamique favorise l'inclusion financière? Vous savez, madame, que
beaucoup de personnes refusent d'aller dans le système bancaire classique au nom de leurs convictions religieuses. Donc c'est une bonne proportion de la population qui est un peu libérée de cette réserve-là lorsque nous parlons aujourd'hui de la finance islamique qui répondrait à leur éthique, à leurs valeurs. Donc c'est une bonne partie de l'épargne qu'on va réintroduire dans le cadre formel pour ces personnes-là qui rechignent de mettre leurs capitaux dans l'économie formelle. Donc la finance islamique permet de pouvoir faire une bonne connexion d'une bonne partie de la population à la finance formelle, puisque la finance islamique n'est pas une finance qui s'exclut, mais elle s'insère dans la finance globale de nos pays. Merci, Monsieur Touré. Au Burkina Faso, vous avez parlé d'un établissement bancaire qui a une fenêtre sur la finance islamique. Pensez-vous que la finance islamique est développée au Burkina? Je dirais que le Burkina est une locomotive de la finance islamique. Coris Bank est une banque du Burkina, Coris Bank internationale, et aujourd'hui en termes de représentativité de fenêtre islamique, c'est la plus grande expérience à mettre en avant, puisque les filiales de Coris Baraka sont un peu partout dans l'espace UEMOA. Donc, tel que moi j'analyse les faits, les perspectives de la finance islamique au Burkina sont très positives, tel que je le vois. Et tout dernièrement et tout récemment aussi, il y a une microfinance qui vient de voir l'agrément de la BCEAO. Je pense que le terrain est favorable à la finance islamique au Burkina. Madame Soré, vous qui êtes dans dans le salon pour la promotion des banques et de petites et moyennes entreprises, quelle est la proportion entre, par exemple, avoir accès à faire appel au financement classique et puis à la finance islamique? Quelle est la proportion entre les deux? Est-ce que vous pouvez évaluer ça, ou bien vous n'avez pas encore une idée sur les chiffres? Pour avoir des chiffres par rapport à cette proportion, donc il faut déjà faire un sondage. Voilà, il faut qu'on fasse un sondage pour pouvoir sortir des chiffres. Déjà, il faut dire que quand on est une PME et qu'on cherche à développer son activité, à aller de l'avant, on cherche un type de financement. Et maintenant, si ça doit passer par un financement conventionnel ou par la finance islamique, je pense que la PME, pour elle, c'est vraiment de regarder par rapport à son activité quel est le financement qui l'arrange et qui pourrait l'aider à aller de l'avant. Et au Burkina Faso, quelles sont les perspectives de la finance islamique? Je pense que M. Abdelalim Touré vient de le dire tout à l'heure. La finance islamique a certainement sa place, et même une grande place, vu qu'elle est en pleine expansion au niveau de notre pays. Monsieur Touré, beaucoup de personnes ne connaissaient pas ou ne connaissent pas la finance islamique, et grâce à vous deux, ces personnes-là auront accès, même si ce n'est pas un accès total, mais au moins un début d'information sur la finance islamique. Qu'est-ce que vous voulez que les personnes qui nous suivent retiennent de la finance islamique? Merci pour cette question très pertinente. Ce que nous souhaiterons que les téléspectateurs, les acteurs économiques retiennent de la finance islamique, c'est que c'est une réalité nouvelle, une alternative identifiée par nos autorités, telles que la BCEAO, comme étant un élément important aussi que les acteurs économiques doivent explorer pour pouvoir enclencher leur développement. C'est un plus par rapport à ce qui existe. Donc, comme c'est nouveau, j'invite et j'incite tous les acteurs économiques à s'informer et à voir le potentiel qui est derrière cette réalité. Et ceux qui hésitent, là, qu'est-ce que vous pourriez leur De dire? mettre le pied à l'étrier et de tenter l'expérience. Madame Soré, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de la finance islamique? Vous qui évoluez avec les petites et moyennes entreprises, là, vous qui connaissez les difficultés que ces petites et moyennes entreprises rencontrent, qu'est-ce que vous voulez que ces personnes retiennent de la finance islamique? D'accord. Donc, ce que moi, je souhaiterais déjà, c'est que
ceux qui ont entendu parler de la finance islamique puissent déjà venir du 1er au 5 à Dakar pour participer au salon. Ce sera l'occasion pour elles de mieux comprendre le concept, de rencontrer des structures qui font ce type de financement-là et de voir si elles sont adaptées à leurs besoins pour leur entreprise. Donc c'est déjà dit que c'est le cadre pour eux, non seulement de venir rencontrer d'autres structures, et ça sera, ils pourront faire la comparaison et il y aura d'autres ouvertures en dehors de ces deux types de financement qui vont pouvoir les aider à mieux se décider et à développer les entreprises. Merci Madame Souré. Un dernier mot, Monsieur Touré. Merci à Savan TV, merci Madame Trésorine de nous avoir donné cette opportunité-là de parler de cette réalité nouvelle dans notre espace qui est la finance islamique. Donc j'invite tous les acteurs économiques à s'y intéresser et à voir que cette finance a du potentiel et qu'elle répond aussi, elle est encore un peu plus près de nos valeurs africaines et de nos valeurs humaines. Merci Monsieur Touré. C'est donc sur ces termes que nous allons clore nos échanges sur la contribution de la finance islamique au développement de petites et moyennes entreprises de l'UEMOA. En rappel, je recevais sur le plateau de Savanéco Madame Saoudata Soré, elle est spécialiste en ressources humaines, responsable des partenariats au Salon des banques petites et moyennes entreprises de l'UEMOA, et Monsieur Abdel Halim Touré, président de Togo PME-PMI, spécialiste en finance islamique. Je vous remercie tous les deux d'avoir répondu à notre invitation et grâce à vous, et je suis convaincue que beaucoup de personnes vont emprunter, vont commencer à s'intéresser à la finance islamique. Merci. Merci à vous. Savanéco, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.